Sud Radio, l'œil de l'expert. Et oui, et tout de suite, c'est l'œil de l'expert avec Yann Reboulot. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG du groupe Philogéris. Ça représente 17 établissements en France, 17 EHPAD. Les EHPAD sont évidemment aujourd'hui sous les projecteurs en raison de ce livre, Les Fossoyeurs, qui a dénoncé un certain nombre de maltraitances. Aujourd'hui, vous vouliez prendre la parole pour peut-être apporter un autre éclaircissement. Je dois vous dire qu'on a eu un échange assez musclé avec Sophie de Menton avant-hier qui disait « Mais ce ne sont pas tous les EHPAD, ne jetons pas l'opprobre sur tous les EHPAD ». Sauf que je trouve, moi, que c'est pas le sujet non plus. Y a un vrai problème aujourd'hui, il y a un vrai scandale de maltraitance. Donc vous, votre propos, c'est lequel? C'est de dire chez nous, c'est pas comme ça? Alors, on peut pas se limiter à dire chez nous, c'est pas comme ça. Je dirais de manière peut-être un peu solennelle ce matin, je vous remercie de m'accueillir à votre micro. J'ai lu évidemment le livre de Victor Castanet, la première à la dernière page. J'y ai lu beaucoup de souffrance chez des personnes âgées, chez des familles de personnes âgées et chez des salariés de notre secteur d'activité. Et cette souffrance, on peut pas faire comme si elle n'existait pas. Je dirais, évidemment, chez Philogéris, on se sent pas concerné. J'avais encore hier des rendez-vous avec les salariés des établissements qui disaient, mais comment il faut le dire, c'est pas comme ça partout. Évidemment que ça n'est pas partout comme ça. Néanmoins, vous l'avez dit, j'ai deux qualités qui sont très décriées en ce moment. Je suis PDG, je suis patron et je suis actionnaire d'une entreprise qui gère des établissements d'habitation pour personnes âgées. Et très clairement, même si je ne me sens pas concerné par les accusations qui sont délivrées dans ce livre, il y a quelque chose qui n'a pas été dit et que je voudrais véritablement dire. J'exerce cette profession et quand je lis ce livre, je suis mal à l'aise comme dans la façon dont j'exerce cette profession. Et il y a un mot que j'ai pas entendu et que je voudrais quand même aujourd'hui livrer à votre micro. Pour cette profession, et pour ce qui est dit aujourd'hui de cette profession, la moindre des choses que nous devons faire, c'est peut-être d'abord, même si on ne se sent pas concerné, présenter des excuses. Les Français, aujourd'hui, ils découvrent pour certains une réalité, ils pensent que cette réalité, elle est générale. J'affirme, moi, qu'elle n'est pas générale, on s'en expliquera, vous pourrez me poser toutes les questions sur ce sujet-là. Mais on ne peut pas faire comme si ces faits n'existaient pas et ces faits, ils justifient des excuses. Mais vous dites on ne peut pas dire que ce n'est pas général et on avait ce point de discordance, c'est que c'est quand même... Quelle est la proportion, à votre avis, d'EHPAD qui dysfonctionnent par rapport à ceux qui fonctionnent? Alors, je vais prendre une image qui va peut-être vous surprendre. Au bord de nos routes, il y a des radars. Et ces radars, régulièrement, ils flashent des conducteurs qui dépassent la vitesse. En dehors des radars, et on parlera peut-être des contrôles, en dehors des radars, il y a des gens qui, juste avant le radar, sont au-dessus de la vitesse autorisée, et puis juste après le radar, réaccélèrent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas 90-95% des conducteurs français qui respectent en permanence, avec ou sans radar, les limitations de vitesse. Je suis convaincu que dans les établissements, la très grande majorité des établissements, et ça n'est pas une question de statut, la très grande majorité des établissements, c'est le même métier qu'on effectue, et la très grande majorité des séjours se passent bien. On a des gens qui sont satisfaits dans nos établissements de la façon dont ils sont pris en charge. On a des familles qui sont... On les a pas beaucoup entendus, et les exemples qu'on a autour de soi, et sans parler de maltraitance, j'ai envie de dire consciente, il y a quand même cette économie qui est dénoncée dans le livre, et c'est ce que nous disent nos auditeurs, c'est comment est-ce qu'on peut aujourd'hui... Alors attendez, j'essaye de retrouver la question de Stéphane qui dit mais c'est quoi le but premier des EHPAD? C'est déjà de fonctionner, donc de faire de l'argent. Et effectivement, comment est-ce qu'on peut faire commerce de la vieillesse? Vous le dites dans un texte que vous avez écrit, c'est choquant d'imaginer, parce que vous êtes une entreprise, de dire je dois à la fin du mois tirer des bénéfices. Quelles sont les personnes que nous accueillons? Les personnes que nous accueillons, ce sont des personnes qui, tout au long de leur vie, ont vécu une existence que je qualifierais de normale et ont été des consommateurs. Et dans nos établissements, plus de 80% des résidents sont des personnes qui, à la fin du mois, payent leurs factures. Évidemment, il y a des crédits d'assurance maladie, il y a des crédits des départements, mais la très grande majorité, plus de 80% des gens, payent leurs factures. Et
au nom de quoi des personnes qui toute leur vie ont été des consommateurs, toute leur vie ont été en situation de choisir ce qu'ils voulaient acheter, ce qu'ils voulaient consommer, les loisirs qu'ils voulaient avoir, ont exercé des professions. Je veux dire, on leur doit beaucoup à ces générations. On leur doit toutes les avancées sociales, scientifiques de la deuxième partie du XXe siècle. On leur doit notre système de protection sociale, et on y reviendra, c'est un point important, c'est eux qui l'ont créé, c'est eux qui ont cotisé toute leur vie, ils ont droit aux mêmes prestations au titre de ce système. Par exemple, la question va être brutale, mais est-ce qu'ils en ont pour leur argent ? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit les sommes payées quand on est dans un EHPAD, alors on sait que ça va de quelques milliers d'euros à plus de 10 000 euros parfois pour certains, mais on voit dans le livre justement ce qui est dénoncé, c'est la nourriture. Par exemple, chez vous, combien est consacré à un repas ? Alors, c'est un des sujets effectivement qui revient régulièrement, et c'est pas un sujet qui est apparu avec ce livre. Je veux dire, dans la prestation qu'on va délivrer à un résident, il y a plein de choses. Il y a effectivement un repas, et c'est un point important. Et je dirais, nos résidents, ils sont attachés à un respect de leur goût alimentaire, d'un certain nombre de régimes. Le prix de revient d'un repas, ça n'est évidemment pas le chiffre que l'on annonce. C'est-à-dire qu'on vous dit c'est 4 euros, c'est 5 euros, c'est 6 euros. Ça, ce sont les produits qu'on va mettre dans l'assiette. Un repas dans un établissement. Voilà. Alors, c'est pas tout à fait le prix de revient, parce que derrière, il faut quand même un cuisinier pour le préparer. Il va falloir un cuisinier qui est spécialisé, qui va préparer des textures différentes. Si une personne a des difficultés de déglutition, il va falloir mixer une partie de son repas. Il va falloir malgré tout le présenter de manière qui soit une manière qui soit réjouissante pour le regard et dans lequel on va respecter le goût. Il y a des choses qui ont été affirmées qui moi, me paraissent choquantes. On va commencer par mettre des vrais produits. C'est un peu le monde de oui, pardon d'être un peu brutal avec vous, mais quand on entend les témoignages de certains où on vous explique qu'on mélange la vache qui rit avec la purée et la compote pour que ça aille plus vite, bonjour le décalage avec ce que vous êtes en train de nous décrire. J'ose espérer, et j'en ai même la conviction, que dans mes établissements, c'est pas comme ça que ça se passe. Et dans la très grande majorité des établissements, vous l'avez dit vous-même, finalement, ce qu'on entend, c'est les gens qui vont parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Il y a, et c'est un des problèmes de cette séquence, entre guillemets, médiatique, c'est que la parole de nos anciens... Médiatique, ça veut dire que vous niez la réalité, d'une certaine manière. Non, je nie pas la réalité. Séquence médiatique, c'est dire, c'est les médias qui ont monté ça en épingle. Non, une séquence... Visiblement, l'émotion qu'il y a eu correspond aussi à une réalité. Les journalistes sont des gens sérieux, les journalistes sont là pour témoigner de situations qui se présentent, y compris des situations... Les journalistes, c'est les familles qui sont venues témoigner. Donc les familles, les résidents, et je pense qu'il faudrait trouver un moyen de redonner la parole aux résidents. On dit, non, ils sont pas capables de... Si, ils sont capables, certains s'expriment, je vais régulièrement dans mes établissements, ils expriment chacun à leur façon leur ressenti. Et c'est peut-être un des problèmes actuellement, c'est qu'on oublie d'aller demander dans les établissements, et nos portes sont ouvertes. Il faut que les gens aillent dans les établissements, aillent vivre cette réalité. Oui, alors moi je vais vous parler d'une réalité, celle d'un proche dont je parle souvent ici, qui est en EHPAD, et qui dit surtout ne dites pas ce qui se passe parce que je vais être puni. Une fois, il a eu le malheur de se plaindre, eh bien sa couche elle est changée à 17 heures et pas jusqu'au lendemain matin. Et donc et quand vous allez voir la directrice, elle vous dit oui, mais j'ai pas assez de personnel. C'est aussi cette réalité-là, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire avec ce proche qui est dans un établissement et il faut le changer d'établissement. Ils ont peur des représailles aussi, on l'a entendu. Donc vous dites oui, il faut parler, sauf que la réalité, elle est sur du personnel qui, faute de moyens, faute de temps, faute de plein de choses, maltraite aussi ces gens. Si au moins la période qu'on vit actuellement permet de faire en sorte que les gens ne vivent pas avec ce sentiment ou cette impression de peur. On ne doit pas avoir peur. On est dans un système où tout le monde, où chacun a ses droits. Les personnes âgées avant les autres et en même temps que les autres. Ce sont exactement les mêmes droits. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut aller au contact avec la direction d'établissement, qu'on soit salarié ou qu'on soit résident ou famille. Il y a des mécanismes, tout établissement aujourd'hui doit être affilié à un médiateur de la consommation. On le dit pas assez, sans doute qu'il faut réaffirmer que quand on a une difficulté, parfois le dialogue est difficile. Je pourrais vous citer des situations rencontrées où il y a des dialogues difficiles, il faut pas hésiter à aller devant ce médiateur de la consommation
situation, exposer ses difficultés, et le médiateur, il va être là pour résoudre la difficulté. Contrôleur, vous avez été contrôleur des EHPAD. Combien il y en a en France? Comment se passent ces contrôles? J'ai vu, il y a eu un reportage sur TF1, d'ailleurs, où on voyait une directrice raconter que souvent les établissements étaient prévenus à l'avance. Et là, c'est l'histoire du radar, où tout va bien quand le contrôleur vient, et puis après, on relâche un peu la tension. Alors en quoi ça consistait? Comment vous faisiez ces contrôles, vous? Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, d'abord, on ne peut pas mettre des radars tous les kilomètres. Ça, c'est une réalité. Mais ces contrôles, ils existent de manière inopinée. Je ne suis pas responsable, entre guillemets, des effectifs qui sont dans les ARS ou dans les conseils départementaux. Ces contrôles, ils doivent exister, ils doivent continuer, ils doivent être renforcés. Il n'empêche que d'abord, les opérateurs doivent exercer leur métier avec éthique. C'est-à-dire, on ne fait pas un métier uniquement en fonction de la peur du gendarme. Ces contrôles, quand je dis qu'ils existent, il y a une réalité. En 2020, vous avez en France 4 établissements qui ont été placés sous le régime de l'administration provisoire. C'est-à-dire, on dit à un directeur d'établissement, on considère que vous fonctionnez pas correctement, on met quelqu'un à votre place. Il y a même un établissement qui a été fermé. Au demeurant, mais comme l'a dit la défenseur des droits, ça arrive dans toutes les catégories d'établissements. Des établissements commerciaux comme des établissements publics. Voilà. Donc ces contrôles, ils existent. Il peut probablement y en avoir plus, mais il ne faut pas qu'on fonctionne uniquement dans la peur du contrôle. On doit faire ce travail de midi à minuit et de minuit à midi, c'est-à-dire le jour, la nuit, sans simplement se dire c'est parce que je vais être contrôlé que je fais ce travail et j'essaie d'éviter les points de contrôle. Il y a toujours un moyen de contourner le point de contrôle. Voilà. Après, ces contrôles, ils existent. J'en ai dans mes établissements. Je crois que un des rapports de contrôle sur l'établissement Orpea de Neuilly a été rendu public par un de vos confrères hier. Je veux dire, on voit pas. D'ailleurs, ce rapport, il dit il n'y a pas de cas de maltraitance avéré. Pourtant, il y a un certain nombre de points qui sont signalés. Ça arrive régulièrement. Donc, ces contrôles, évidemment, qui doivent exister, sans doute qu'ils doivent être renforcés. Mais encore une fois, on ne pourra pas mettre un contrôleur, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque conducteur. Ouais. Voilà. Mais cette question du commercial sur la vieillesse. C'est pas choquant de se dire qu'aujourd'hui, on a parlé de ces grands groupes, Korian, Orpea, il y a une recherche du profit, il y a des actionnaires, c'est pas philanthropique, justement. Alors, de toute façon, ça n'est jamais philanthropique. Je veux dire, quel que soit l'établissement, les personnes qui s'occupent de nos anciens sont des salariés qui reçoivent un salaire à la fin du mois. Il y a des salaires d'aides-soignants, des salaires de directeurs, des salaires de grands directeurs. Oui, c'est une entreprise. Il y a des investissements qu'il faut financer et l'argent pour réaliser, ça coûte à peu près 200 000 € de construire une place d'EHPAD. L'argent pour le réaliser, sauf à considérer qu'on est dans une économie totalement collectivisée où ce sont nos impôts qui le payent, mais cet argent, effectivement, il vient d'investisseurs et il reçoit, ou de banquiers, et il reçoit sa juste rémunération. Je pense que simplement, effectivement, il faut pas faire du n'importe quoi. J'ai entendu dans l'affaire Orpea qu'il y avait un des fonds actionnaires qui disait non, moi je ne suis pas actionnaire uniquement pour recevoir de l'argent, je veux que les fonds que je déploie soient utilisés avec une certaine éthique. Il y a parmi vos auditeurs des gens qui sont des petits épargnants et qui sont simplement attentifs à ce que leur argent soit préservé parce qu'ils vont le réutiliser plus tard pour leur retraite ou pour leurs vacances, peu importe. Il y a des niveaux qui doivent rester tout à fait raisonnables et je suis convaincu qu'on doit rester raisonnable. Brigitte nous dit la maltraitance n'est pas forcément des coûts, c'est mettre 8 minutes pour faire une toilette et habiller le résident, en avoir 10 toilettes à faire, ça c'est déjà de la maltraitance. Et c'est vrai que, encore une fois, moi je tire un coup de chapeau à tous ces gens qui travaillent dans ces établissements, qui font comme ils peuvent. J'ai une tante qui était infirmière dans un EHPAD public, qui était, je pense que ce sont des métiers de dévotion, vraiment, faut être totalement dévoué pour faire cela. Elle en est sortie malade, épuisée, parce que ce sont des métiers très difficiles. Donc est-ce qu'il ne faut pas revaloriser les salaires? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de monde? 8 minutes pour faire une toilette et habiller un malade, c'est indigne. Alors les salariés de ce secteur d'activité, je peux vous le dire, j'avais encore il y a 2 jours une réunion avec mon CSE, c'est-à-dire les organisations syndicales. Les salariés souffrent de la situation, souffrent de la façon dont est présenté leur métier. Ils sont derrière nous à nous dire mais soutenez-nous, expliquez que les choses ne sont pas systématiques. Ce qui me dérange beaucoup, c'est finalement de dire que c'est systématique. On peut le faire bien, on peut le faire correctement.
il y aura probablement, après cette affaire, des réformes. Sans doute que les moyens seront renforcés auprès des établissements. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, même dans un établissement qui n'a pas un statut commercial, la personne qui paye sa facture à la fin du mois, elle doit en avoir pour son argent. Puis il faut dire que le coup de projecteur a été mis sur les groupes privés, mais ces dysfonctionnements, on les retrouve aussi dans le public. Enfin, que c'est pas parce qu'on paye cher, on l'a vu avec l'établissement de Neuilly, qu'on est forcément assuré d'avoir des bons soins. Donc, faut être vigilant. Merci à vous, merci Yann Reboulot d'être venu ce matin, PDG du groupe Philogéris. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.